Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du terminal C, D et E. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Twente, Jimfo, Plec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet d'informatique au baccalauréat C, D et E, comptant pour l'année 2021. Alors installez-vous confortablement. Je vous souhaite bonne correction à tous. Alors nous allons commencer donc par la première partie de cette épreuve. Durant cette vidéo, je vais vous donner à chaque fois l'énoncé et des questions. Et après, nous allons répondre ensemble en proposant des solutions. Alors, un jeune entrepreneur reçoit les matériels suivants lors d'une cérémonie des awards: 8 PC, un onduleur, un régulateur de tension, un modem, un switch 16 ports, un serveur et une imprimante laser. Très ravi, il décide de créer dans l'immeuble abritant son entreprise un intranet à partir de la description ci-dessus et de vos connaissances. Répondre aux questions suivantes. Alors, la première question, c'est de définir intranet. Alors, vous voyez bien intranet, intra veut dire quelque chose de l'intérieur, à l'intérieur de quelque chose. Maintenant, net renvoie à Internet, parce que le net c'est le diminutif d'Internet. Donc, on peut diviser intranet en intra pour dire quelque chose d'interne et net pour dire quelque chose lié à Internet. Donc, vous voyez donc, comme on parle donc d'une organisation, d'une entreprise, on va donc dire que, regardez à l'écran, que le réseau intranet est un réseau informatique destiné à l'usage exclusif d'une organisation utilisant les mêmes protocoles qu'Internet. C'est pour ça que je vous ai dit que intra renvoie à quelque chose d'utilisé à l'intérieur, d'interne. Donc, et l'interne, c'est où? C'est dans une organisation. Quand on dit l'organisation, ça peut être, exemple d'organisation, ça peut être l'entreprise. Sauf que ça utilise les mêmes protocoles qu'Internet. C'est pour ça qu'on parle d'intranet. Donc, réseau informatique destiné à l'usage exclusif d'une organisation et utilisant, ou bien, quand il dit est destiné à l'usage, donc c'est aussi dit réseau informatique destiné interne à une organisation, en fait, si vous voulez. Ça peut aussi parler de réseau interne à une organisation. C'est une autre façon de réfléchir. Et utilisant les mêmes protocoles qu'Internet. 2. Déterminer le type de système informatique qui sera créé par le jeune entrepreneur. Alors regardons dans le texte. Ici, on parle des switches 16 ports, on parle d'un serveur. Alors lorsqu'on parle des switches des serveurs qu'on a implémentés dans une entreprise, je tiens à rappeler qu'il existe d'abord 3 types de systèmes informatiques. Il y a le système informatique personnel, le système informatique d'organisation et le système informatique de contrôle ou de commande. Alors lorsqu'on parle déjà personnel, on voit l'usage par exemple des tablettes, d'un ordinateur, d'un laptop à la maison, des choses comme ça. Mais lorsqu'on parle déjà d'une entreprise, on voit en fait des serveurs, des robots, donc des machines en fait qui doivent être capables de produire, de traiter des grosses puissances, de traiter des grandes quantités de données. Là, on parle déjà de l'organisation. Or, ici, on voit un serveur. Le serveur, déjà, c'est pas pour la maison, c'est pas pour. Déjà, c'est pour une entreprise, parce que le serveur renvoie à des traitements de grands volumes de données. Donc, ici, on va parler d'un système dont. Et quand on voit ici entreprise, vous voyez ici en bas, comme j'ai souligné dans le texte, également on parle abritant dans son entreprise. Abritant son entreprise. Donc la localisation déjà entreprise, le fait d'utiliser déjà des machines assez performantes comme les serveurs nous permet donc de dire qu'on a fait un système informatique d'organisation. Donc en 3, donner le rôle spécifique de chacun des équipements suivants. Alors l'onduleur déjà son rôle c'est quoi? Ça permet de stocker de l'énergie électrique pour alimenter les équipements en cas de coupure d'électricité. Donc en fait son rôle c'est de stocker, emmagasiner. Et son rôle c'est d'emmagasiner et ça permet donc de restituer l'énergie en cas de besoin. Donc ça permet d'alimenter les équipements qui en ont besoin. Généralement lorsqu'on coupe le courant et que vous avez un onduleur, alors après avoir donc chargé, il emmagasine l'énergie, quand il y a coupure, alors il continue à permettre à ce que tous les appareils qui sont connectés sur lui puissent fonctionner. Donc nous avons donc en B
le régulateur de tension. Le régulateur de tension fournit une tension continue stable nécessaire au fonctionnement des appareils. Ça veut dire que quoi? Lui prend en entrée le courant fourni par la prise, il stabilise, donc il essaye un peu de trouver, stabiliser dans le courant de telle sorte que le courant atteint un seuil normal pour le fonctionnement d'un appareil. Ensuite, il fournit donc cette tension continue, stable, et bien dit stable, continue stable, parce qu'il stabilise, nécessaire dans le fonctionnement des appareils électroniques. Donner le rôle spécifique de chacun des équipements reçus. On parlera maintenant du switch. Alors, le switch redirige un message vers le destinataire dans un réseau. Ça c'est son premier rôle. On peut d'abord dire qu'il redirige. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans un réseau, le switch joue le rôle de nœud central. Donc il est au milieu. Ça veut dire que lui, quand il reçoit le message d'un ordinateur, ça veut dire qu'il doit renvoyer par exemple un message à un ordinateur que l'autre ordinateur a envoyé. Son rôle, c'est de rediriger directement. Donc il redirige le message vers le destinataire. On dit cela pourquoi? Parce qu'il y a le hub par exemple, lequel lui il ne redirige pas vers le destinataire, mais lui il envoie le message à tous les ordinateurs. Alors que le hub, le switch a pour rôle d'envoyer directement, bref, il est confidentiel. Il envoie de manière confidentielle un message à un ordinateur. Alors on peut également dire qu'il interconnecte les équipements d'un réseau local, un autre rôle. Comme vous voyez, ou interconnecte son rôle, puisque c'est le nœud central, donc son rôle c'est d'interconnecter les équipements qui sont connectés autour de lui en fait. Donc en fait, au regard de ce matériel et de l'étendue géographique, déterminer le type de réseau informatique qui sera mis en place. Alors on demande au regard du matériel. Regardons à l'écran. Alors dans ce matériel, on voit déjà quoi? Le type, on voit un switch 16 ports. Quand on voit switch 16 ports, ça veut dire que ça peut relier au trop 16 équipements. Dans un switch 16 ports, ça veut dire ça nous fait penser au fait qu'on peut avoir au trop 16 équipements. Ça nous fait penser qu'on peut avoir déjà même affaire à une topologie en étoile. Ça nous fait penser qu'on a affaire donc logiquement des équipements qui sont reliés dans un bâtiment. Alors, lorsqu'on parle encore de l'immeuble, voilà, on dit que c'est dans un immeuble. Donc la distance la distance est réduite, donc c'est une affaire de 100 à 200 mètres de distance entre les équipements reliés. Donc on peut parler donc d'un réseau local. Le réseau local ou LAN. Vu que la distance c'est dans une moyenne, c'est environ 100 à 200 mètres, puisqu'on parle de l'immeuble. Vu qu'au niveau des équipements, on parle d'un switch, donc on voit déjà la topologie en étoile. On sait que généralement des topologies en étoile, on parle des réseaux locaux. Voilà. Alors, au regard de ce matériel, maintenant, déterminer la topologie physique. Alors, si on regarde encore de ce côté le switch, j'ai tout à l'heure dit que le switch, déjà, c'est un nœud central qui permet de relier donc les équipements autour de lui, donc on pense directement à la topologie en étoile. 4 toujours. Au regard de ce matériel de l'architecture géographique, déterminer l'architecture. Alors ici, on a la présence de quoi? D'un serveur. On parle de l'architecture client-serveur. On peut parler de l'architecture client-serveur. Alors le voilà, le serveur qui est à l'écran, où j'ai souligné, qui indique donc effectivement qu'il y a un serveur. C'est pour ça que j'ai parlé de l'architecture client-serveur. 5. Il connecte bien l'imprimant au serveur, mais il est difficile d'imprimer alors que l'imprimant n'a aucune panne. Proposer une cause probable. Alors si on connecte l'imprimant et que cela ne donne pas alors que l'imprimante fonctionne, logiquement, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion sur le plan logiciel entre l'ordinateur et l'imprimante. Et qu'est-ce qui permet de les relier? Donc, c'est ce qu'on appelle le pilote. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a absence de pilote de cette imprimante. 6e question. Il voudrait effectuer les tâches suivantes. 1. Produire une facture. 2. Consulter les pages web. Donner le nom d'un exemple de logiciel nécessaire pour réaliser chacune de ces tâches. Alors, lorsqu'on veut produire une facture, on sait que la facture, déjà, c'est quoi? La facture, généralement, est organisée dans un petit tableau. Et la facture permet de calculer, en fait, dans une facture, le montant, en principe, doit être calculé de manière automatique. Si on veut générer une facture d'un ordinateur, ça veut dire qu'automatiquement, après les achats des clients, on doit avoir un total automatique. Et qu'est-ce qui permet de générer donc cela? Par exemple, on peut utiliser donc Excel.
exemple dans de logiciels pour générer ça. Il peut utiliser Excel, OpenCalc, Lotus, qui sont les exemples bien sûr de tableurs. En 2, consulter les pages web. Alors on ne peut utiliser que Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, qui sont les exemples de navigateurs. Alors, 7, soit l'extrait du relevé statistique suivant représenter les dépenses de son entreprise. Alors la question c'est quoi? Donner le résultat qu'il obtiendra à partir de chacune des formules suivantes. Alors la première formule c'est quoi? On a un tableau, on a notre petit extrait de la table là à l'écran. On dit la première formule c'est petit a égale à produit de B2 point virgule D2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Produit déjà permet de faire le produit comme on l'indique. Donc produit B de D2 veut dire que ça permet de produire, de multiplier ou de faire le produit des valeurs se trouvant dans la cellule B2 et se trouvant dans la cellule D2. Pourquoi je dis et? Parce qu'il y a point virgule au milieu. Lorsqu'on dit B2 point virgule D2, ça veut dire qu'on dit B2 et D2. Donc ça permet de produire les valeurs, la somme produit, faire le produit des valeurs se trouvant dans la cellule B2 et D2. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, je mets A, je mets égal. La formule commence par égal. En fait, je vais calculer le résultat de mes égal quoi. Voici B2 qui est 6000 que j'ai encadré. J'écris 6000 fois, regardez, D2 qui est à l'écran 4900 égal à quoi? Égal à 200, ce qui est égal à 2 940 000. En fait, qui est égal à 29 millions, autant pour moi, 29 millions, voilà, 400 000, voilà. Vous savez, les chiffres des millions, je ne suis pas encore habitué à voir 29 millions. Voilà pourquoi lire 29 millions me dérange. Si c'était 100 000 francs, j'aurais déjà lu ça depuis. Mais on va continuer avec le B. Alors le B, qu'est-ce que cela dit? Alors pour le B, voilà. Le B, c'est donner le résultat de l'autre formule, somme.phi. Alors lorsque je dis la somme.phi pour le B, somme.phi, ça permet de faire la somme à condition que. Parce que somme déjà c'est sommé, point phi veut dire condition. Donc ça veut dire qu'on ne somme pas tout. On somme uniquement certains qui respectent la condition. Alors regardez là, somme veut dire donc la somme des valeurs. Phi veut dire la condition. Ça veut dire qu'on somme à condition que les valeurs soient respectées. Voilà, ici, B2 c'est la plage, B22.D2 c'est la plage des valeurs à sommer. Alors B22.D2 veut dire qu'on commence à B2, on finit à D2. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on disait B2.D2, ça voulait simplement dire B2 et D2. Alors que quand on dit de B2 à D2, on va regarder toutes les cellules qui sont au milieu de B2 et D2. On va les considérer et on va s'arrêter à D2. Maintenant, supérieur à 5000, c'est la condition. Donc ça veut donc dire quoi au final? C'est qu'on va sommer toutes les valeurs qui se trouvent allant de B2 à D2, mais à condition qu'ils ne soient supérieurs à 5000. S'ils ne sont pas supérieurs à 5000, on ne peut pas les sommer. Alors on va observer, regardez. Voici d'abord la plage à manipuler. On voit là, voici la plage allant de B2 à D2 que j'ai encadré en rouge. Alors on commence par la première cellule B2. On vérifie si ça respecte 5000. Est-ce que ça respecte, c'est supérieur à 5000? Oui, c'est correct. Qu'est-ce qu'on fait? On met égal déjà 6000. Alors 6000 dépasse 5000, donc on prend 6000. Je regarde la deuxième valeur. Je mets d'abord plus, puisqu'on est en train de sommer. Je regarde la deuxième valeur. Oui, 9200 qui dépasse 5000. C'est correct, voilà. Je vais donc sommer plus 9200. Je regarde la troisième valeur, 4900. C'est inférieur à 5000, donc c'est faux. Donc je ne somme pas ça. Donc au final, j'aurai 6000 plus 9200 qui donne 15200 comme résultat final. Alors, on va continuer avec le grand 2, système d'information et BD. Alors, exercice 1, système d'information. Monsieur Otabella est gestionnaire d'une société de location de voitures. Il souhaite mettre en place une plateforme de gestion des locations de voitures par les clients, selon les règles de gestion suivantes. Alors, la première règle, les règles qu'on nous a données, on dit les clients louent les voitures. Un client est caractérisé par le numéro CNI, un nom, un prénom et une adresse.
Un client peut louer une ou plusieurs voitures et une voiture peut être louée par plusieurs clients. La voiture est définie par un numéro d'immatriculation, une marque, une puissance, un type. Lors d'une location de voiture, la date de début et la date de retour sont enregistrées. Afin d'aider à accomplir cette tâche, répondons aux questions suivantes. 1. Définir propriété. Alors, la propriété, déjà, c'est quoi d'abord? La propriété, c'est l'élément caractéristique d'une entité. Ça veut dire, par exemple, dire quoi? Exemple, si vous voulez comprendre, dans le texte, on dit par exemple qu'un client est caractérisé par un numéro de CNI, un nom. Ça veut dire que le nom, le numéro de CNI, le prénom, l'adresse représentent des propriétés. Pourquoi? Parce qu'elles caractérisent l'entité. Et l'entité ici, c'est client. Donc, c'est dire que le client est caractérisé par un nom. Ça veut dire que le nom est la propriété et le client est l'entité. C'est pour ça qu'on définit la propriété comme un élément caractéristique d'une entité. En 2, construire le MCD. MCD veut dire modèle conceptuel de données. Construire le MCD correspondant à cette description en faisant ressortir petit a, les entités du système pour chaque entité et pour chaque entité ses attributs et son identifiant. Petit b, les associations, leurs propriétés éventuelles et les entités participantes. Petit c, les différentes cardinalités. Donc nous avons 3 étapes à faire et on sait généralement que lorsqu'on veut construire un modèle conceptuel, il y a les entités qu'on doit d'abord construire et dans l'entité bien sûr on sort les attributs et l'identifiant. Ensuite il y a l'association à gérer et enfin il y a les différentes cardinalités. Sans plus tarder, nous allons commencer donc par ce travail. Alors regardez, commençons par construire les entités. Alors regardez donc, qu'est-ce que fait? Alors on a d'abord l'entité client qui est encadrée là. On a dit que le client, regardons parmi les règles, on cherche les entités. On cherche d'abord tous ceux qui sont entités. Lorsqu'on voit un élément qui est caractérisé par, ça veut dire que lui l'entité, les autres sont les attributs. Alors j'ai encadré le premier. On a dit un client est caractérisé par un numéro CNI. Voilà le mot client. Ça veut dire que client est une entité. Je construis d'abord l'entité client. Voilà comment on construit l'entité client. Je forme mon rectangle. Je mets, en fait, voilà la forme, la figure qu'on doit avoir. Et juste en haut, donc, je mets le mot client. Alors maintenant, parmi ces propriétés, il y a une propriété qui sera considérée comme identifiant. Et l'identifiant, là, c'est la propriété qui est unique. Alors on voit que parmi les propriétés, il y a le numéro de CNI, il y a le nom, le prénom, l'adresse. Alors on cherche la propriété dont la valeur est unique, comme par exemple le numéro de CNI. Un client, le numéro de CNI ne peut pas être identique pour deux personnes. Chaque client a son numéro de CNI. C'est un peu comme le matricule de chaque élève. Chacun a son matricule. Le numéro de CNI des Camerounais, chacun a son numéro de CNI. Donc ça veut dire que le numéro de CNI ne peut être considéré, en fait ne peut qu'être considéré comme un identifiant. Alors je crée là d'abord l'identifiant. Voilà l'identifiant qui est le numéro CNI donc. Je mets en bas numéro-CNI. Alors je rappelle que lorsqu'on donne le nom, par exemple, d'une propriété ou d'un identifiant, il faut mettre une barre de 8. Vous allez voir entre numéro CNI, j'ai mis une barre de 8 juste en bas pour séparer deux mots. On ne laisse pas deux expressions, deux mots séparés par le vide. Et bien sûr, vous avez vu, vous regardez à l'écran, l'identifiant doit être souligné. Vous voyez comme c'est souligné. Maintenant, après on met les autres attributs ou les autres propriétés. On a nom. Je mets en bas nom-CLI. Alors le choix du nom de sa propriété dépend de vous. Vous pouvez mettre nom ou bien vous pouvez mettre nom-CLI comme j'ai mis. Nom-CLI c'est pour dire nom client. Donc j'ai fait une abréviation pour donner plus de précision à ma propriété. Alors je peux avoir donc prénom CLI. Je dis bien vous pouvez écrire simplement prénom. Je dis la conception dépend de vous. La nomenclature dépend de vous, mais trouvez des expressions simples et significatives. Mais lorsque vous avez déjà un nom, deux mots, vous devez mettre une barre de 8 pour séparer, ou alors vous collez les deux mots. Donc on a adresse CLI. Alors voilà dans l'entité client représentée. On va chercher encore une autre entité dans le texte. On va voir qu'il y a voiture. Parce qu'on dit une voiture est définie par un numéro, une marque. Ça veut dire que la voiture est l'entité, le numéro est la propriété, la marque la propriété. Alors je vais construire son entité ici à droite. Je mets voiture juste là. Je regarde son identifiant, numéro d'immatriculation. Est-ce que vous avez déjà vu deux voitures avec le même numéro d'immatriculation? À moins que si vous voyez deux voitures avec le même numéro,
prenez mon numéro au hasard, vous revenez me dire, monsieur, vous vous êtes trompé dans votre vidéo. Je ne pense pas. Le numéro d'immatriculation est unique. Voilà pourquoi ça doit être considéré comme un identifiant. Donc je vais mettre là numéro IM, j'abrège pour faire une abréviation et je sépare les deux par le bas de 8 et je souligne parce que c'est un identifiant. Après je mets, il y a la marque, je mets marque, il y a la puissance, je mets puissance, il y a le type, je mets type. Très bien, maintenant nous allons passer à l'association. Nous allons terminer avec les entités. Alors l'association c'est le lien entre les deux entités. On doit chercher dans le lien qui existe entre client et voiture. On doit regarder la règle de gestion qui lie client à voiture. Alors regardons dans le texte, regardez ici. Je dessine d'abord l'association. Alors voilà la forme de l'association que j'ai dessinée qui permet de lier les deux. Pour trouver donc le nom de l'association, il rentre dans le texte. Regardez, voilà louer que j'ai souligné. Regardez bien, je reprends. Voilà louer. On dit un client peut louer une ou plusieurs voitures. Vous voyez donc qu'il y a le lien entre client et voiture qui ne peut être que le mot louer. Alors je mets ici louer. Alors vous voyez dans l'association, j'ai prévu en bas une zone réservée pour les propriétés de l'association. Parce que dans le texte ici, il y a quand même les propriétés de l'association. Mais ce n'est pas toujours automatique que dans les règles de gestion, il y a les propriétés de l'association. Lorsqu'une association n'a pas de propriété, on ne met pas. Mais comme ici, il y en a, on va mettre. Alors regardez, on va chercher ça où on dit lors d'une location de voiture. Lors d'une location de voiture, la date et le début, la date de début et la date de retour sont enregistrés. Ça veut dire location, c'est quoi? Ça renvoie à louer. Donc pendant qu'on loue, on enregistre la date. Ça veut dire que l'attribut, la propriété là, est liée rien qu'à l'association louée. On n'a pas montré que la propriété là était liée à la voiture au client. Puis tout à l'heure, on a vu que quand on définissait client, on a dit que le client est caractérisé par ainsi de suite. C'était les propriétés du client. Maintenant, on a dit que lors de la location, donc ça veut dire que pendant qu'on loue, donc pendant qu'on est dans l'association louée, qu'est-ce qu'on fait? On peut enregistrer la date de début, donc on va mettre, voilà les éléments, donc date de début et date de fin seront considérés comme propriétés. Je mets donc date de début, date de retour. Voilà dans les propriétés. Maintenant, nous allons sortir la cardinalité. La cardinalité, c'est le nombre de fois qu'intervient, donc par exemple, une entité dans une association avec une autre, dans une relation avec l'autre. Alors, je regarde mon texte, regardez ici. Regardez où j'encercle en rouge. On dit un client peut louer une ou plusieurs voitures. Alors, le client peut louer une ou plusieurs voitures. Donc, là, je quitte du client vers la voiture. Parce que certains s'embrouillent, ils ne savent pas quand est-ce qu'on peut mettre la cardinalité à gauche, quand est-ce qu'on peut mettre la cardinalité à droite. Je dis là, attendez, je rentre, regardez bien, je vais reprendre. Là, un client peut louer une ou plusieurs voitures. Là, je quitte du client vers la voiture. Qu'est-ce que dit le client peut louer la voiture? La voiture est à la fin, donc je commence par client. Ça veut dire que la cardinalité va se positionner du côté client. Donc, peut louer une. Donc, et dans la cardinalité, il y a le minimum, il y a le maximum. Donc, je regarde dans mon texte, peut louer une. Regardez, je mets minimum 1, virgule. Maintenant, plusieurs voitures. Plusieurs, je mets maximum N. Plusieurs représentés par N. Vous avez vu, je quitte le client vers la voiture. Peut louer la voiture, donc je vais du côté client, je mets 1, c'est-à-dire le client peut louer minimum 1, maximum N. Maintenant, la cardinalité qui reste de l'autre côté, là on dit une voiture, voilà, maintenant une voiture peut être louée par plusieurs clients. Quittant de la voiture vers le client avec la cardinalité sur le côté droit. Mais ici, on a seulement précisé peut être loué par plusieurs clients, tout simplement. À vous d'interpréter et comprendre comment on peut ressortir la cardinalité minimum et la cardinalité maximum. Alors, on est là d'accord que le fait qu'on peut pas être loué par plusieurs clients, ça veut dire que le maximum sera N. Maintenant, à nous de réfléchir, comme dans la règle de gestion, on ne nous a pas dit au minimum, on était logiquement dans une entreprise, ça peut arriver qu'on ne loue pas la voiture. Donc on peut avoir une voiture qui n'a pas été louée. Donc on peut dire que ça peut être loué par 0 client. Le minimum doit être 0, ça veut dire qu'on peut trouver une voiture dont on n'a pas trouvé un client qui peut louer. Donc ça veut dire que ce n'est pas toujours automatique que toutes les voitures soient louées. Donc ça veut donc dire que je vais mettre ici minimum 0, maximum N. Donc on va continuer l'exercice 2. Monsieur Otabella souhaite à présent créer la base de données aux tables de gestion de sa clientèle. Dans cette base de données, il voudrait pouvoir sauvegarder les factures des clients dans la table facture dont le schéma est facture
entre parenthèses, num facture, description facture, montant facture, date d'émission. En vous servant de cette description et vous connaissant répondre aux questions suivantes. Alors quand vous voyez la description, vous comprenez directement que c'est la représentation d'une table, pas d'une entité. Parce que la table, c'est que ça concerne le modèle logique de données. Alors dans une entité, on vient de voir tout à l'heure comment on représente l'entité. C'est sous forme d'un rectangle. Là, c'est la table. Et c'est dans le modèle logique qu'on voit la représentation d'une table. Là, on a l'écran. Alors on dit définir base de données. Alors c'est quoi une base de données? C'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée avec moins de redondance possible pour faciliter son exploitation. Pour faciliter son exploitation. 2. Citer un exemple de logiciel d'application pouvant être utilisé pour créer physiquement cette base de données. Alors lorsqu'on parle déjà d'un logiciel qui crée une base de données, c'est qu'on fait allusion à un exemple de SGBD. Il faut vous habituer à cela. Donc là, je vais dire MySQL, Oracle, MSQL, Sybase, Interbase, etc. Donc là, question 3. Écrire la requête SQL permettant de créer la base de données aux tables. Lorsqu'on veut créer une base de données, on commence par create. Et comme ça s'agit de la base de données, on va mettre database. Donc je vais dire d'abord créer database et je mets le nom de la base dans OTAP. OTAP. Créer database OTAP. Donc créer database, tu mets le nom de la base de données qui est OTAP. Bien. Et créer une requête SQL permettant de créer la table facture. Alors, sachant que le champ nom num facture est un entier, le champ description facture est une chaîne de caractères 255 caractères au plus. Le champ montant facture est un réel. Le champ date d'émission est une chaîne de 10 caractères. Alors, lorsqu'on veut créer une table, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord créer table, comme ça. Voilà. Tout à l'heure, on a dit que pour créer une base de données, on met créer database. Ensuite, je regarde quel est le nom de la table. La table s'appelle facture. J'écris facture. J'ouvre la parenthèse. Voilà. Maintenant, quand je crée donc, je mets créer table facture, j'ouvre la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, je dois préciser les différents champs de la table ou les différentes propriétés de la table. Alors la première propriété, d'après ce qu'on voit, il y a num facture. J'écris donc num facture. Alors je regarde, généralement num facture, je vérifie donc le type du champ. On a dit que num facture doit être un entier. N'est-ce pas? On dit que num facture doit être un entier. Et en base de données, le type entier correspond à quoi? Correspond à integer. Donc je mets le type. Donc après avoir mis le champ, je mets le type de données qu'on doit mettre. Donc integer. Et on va constater que parmi tous ces champs, num facture sera considéré comme clé primaire parce que le numéro d'une facture doit être unique. On ne doit pas avoir deux factures au même numéro. Donc il faut préciser l'expression donc primary key. Voilà, primary key. Ensuite, je prends le deuxième champ qui est description facture. Ou bien comment les noms sont séparés par les barres de 8. C'est comme ça qu'on fait la nomenclature, la représentation d'un champ. Alors, description facture. On dit que la description facture est une chaîne de 255 caractères. Ça veut donc dire que quoi? On va utiliser varchar. Et on va mettre entre parenthèses 255 pour mettre la taille. Varchar renvoie donc à cela. Ensuite, on aura montant facture qui est un réel. On va mettre float. Voilà. Pour réel, c'est float. On n'a pas précisé la taille, donc on laisse comme ça. Ensuite, on a date émission. On a dit que c'est chaîne de 10 caractères. Alors là, je vais mettre varchar entre parenthèses 10. Il y a un varchar qui manque à l'écran. Vous allez compléter. Vous allez remarquer qu'après date émission, j'ai directement mis 10. En fait, il y a un varchar qui doit être là. 10, vous pouvez compléter avec un marqueur sur votre écran. Si vous pouvez écrire, tant mieux. Mais il faut comprendre qu'après date émission, il y a varchar et avant de mettre parenthèse 10. C'est une erreur de saisie, ça arrive très souvent. Alors, 3, toujours dans le 3C, écrire une requête SQL permettant de supprimer toutes les factures émises avant le 21/01/2015. Alors, pour supprimer une table, on dit drop table. Pour supprimer une facture, donc la facture c'est quoi? C'est la donnée. Pour supprimer les données, donc supprimer la facture. Si on avait dit supprimer la table, on met drop table. Mais supprimer la facture, on met d'abord delete. Là, je mets delete. Maintenant, je mets from. Je mets le nom de la table. Le nom de la table ici, c'est quoi? Facture. Maintenant, est-ce qu'il veut supprimer toutes les factures? Non. On a dit que supprimer les factures ayant émis avant le 25. Ça veut dire qu'il y a une condition.
La condition qu'on met dans where d'abord. Alors, la date, la condition porte sur quelle colonne? Je regarde d'abord, ça porte sur quel champ? Ça porte sur la date d'émission. Donc, ouais, date émission. J'écris exactement l'orthographe, hein, sans blaguer. Ouais, date émission inférieure, on a dit avant. Donc, inférieure à 25/01/2015. Et je termine par point virgule parce que c'est une requête. Alors, avant de continuer, je vais vous proposer cette collection, le leader en informatique dont je suis le promoteur. Alors, cette collection est tellement riche en termes de contenu, puisque quand je dis contenu, je vois ici quoi? Les leçons bien élaborées, bien structurées selon l'APC et respectant le programme et la progression officielle nationale. Voilà. Et ce document comporte également des jeux bilingues, des sujets type examen APC corrigé, des sujets d'examen corrigés, des sujets d'établissement corrigés. Alors, cette collection est accompagnée d'un CD également qui contient des vidéos, des cours, des sujets type examen corrigé en vidéo. Voilà. Alors, ça concerne les classes de 6e en terminale de l'enseignement général, les premiers et terminales TI. Ça concerne également l'enseignement technique de première année en terminale industrielle. Alors, vous pouvez retrouver ça sur tout le territoire national, plus particulièrement dans les villes d'Ouala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, Maroua, Ngaoundéré. Alors, ou alors, vous pouvez m'écrire à travers mon WhatsApp 679 63 76 22. Ou encore, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, le leader en info, ou bien sur ma chaîne YouTube, le leader en info. Alors, on peut également, voilà, vous avez la possibilité de vous former dans ce centre de formation professionnelle agréé dont je suis l'un des promoteurs, que j'appelle ici InfoPro, la référence, qui vous offre donc les portes à travers les filières suivantes: sécurité, réseau informatique, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance des réseaux, développement d'applications, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat comptable et bien d'autres filières. Alors, vous avez droit à 1 an de formation, 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage. À la fin de votre formation, vous allez composer un examen national au terme duquel vous pouvez décrocher votre diplôme qu'on appelle DQP, diplôme de qualification professionnelle. Ce diplôme est offert et vous est remis par le ministère de la formation professionnelle dirigé par Issa Tiroma, que nous voyons en image dans notre structure. Pour plus de détails, veuillez me contacter à travers mon numéro WhatsApp. Alors continuons avec notre correction. Algorithme et programmation. Exercice 1. Une partie de l'algorithme ci-dessous autrefois utilisé par votre oncle statisticien dans le cadre de ses travaux en cabinet a été effacée par erreur. Alors, petit 1, répondre aux questions suivantes qui visent à aider votre oncle à compléter cet algorithme. Définir structure de données. Alors, la structure de données, c'est quoi? C'est un moyen permettant de stocker, d'organiser et traiter les données. C'est un moyen permettant de stocker, d'organiser et traiter les données. En 2, identifier dans cet algorithme la structure de données utilisée, ainsi que sa taille. Je vous rappelle déjà qu'il existe plusieurs structures de données. Il y a ce qu'on appelle les tableaux, les enregistrements, les piles, les listes chaînées et les fils. Parmi les 5 que je viens de citer, il est question de voir ce qu'on a utilisé ici. Alors regardons ici. Alors on voit bien ici qu'il y a tableau 0 à 4 entier. Alors si quelqu'un est capable de réciter les 5 types d'enregistrement, même s'il ne connaît pas identifier, quand il voit déjà le mot tableau, il doit comprendre de quoi il s'agit. Alors lorsqu'on dit tableau, on voit de 0 à 4. Ça veut dire que la taille du tableau c'est 5. De 0 à 4, ça fait combien? 0, 1, 2, 3, 4, ça fait 5. Ça veut donc dire qu'on a un tableau. Il s'agit ici de la structure de données, c'est un tableau et sa taille c'est 5. 3. Sur votre feuille, écrivez uniquement la partie manquante de cet algorithme, sachant que dans cette partie, on teste la valeur de la variable drapeau, puis le message trouvé, âge trouvé ou âge non trouvé est affiché selon que le drapeau vaut respectivement vrai ou faux. Donc en fait, on demande d'écrire une partie manquante de l'algorithme, mais on nous aide. On dit sachant que dans cette partie, on teste la valeur de la variable drapeau, puis le message âge trouvé ou âge non trouvé est affiché.
Voilà. Alors regardez bien. Là, ici, on avait demandé d'entrer l'âge recherché dans l'algorithme. Ici, c'est la partie où qui permettait donc de parcourir pour chercher l'âge dans le tableau. Ouais, pour i allant de 0 à 4, faire si âge de i égale à A, alors drapeau reçoit vrai. Maintenant, à partir des indicateurs qu'on nous a donnés, on peut donc dire que quoi? On peut dire que si, on va utiliser la fonction si drapeau est égal à vrai, alors écrit âge trouvé, sinon écrit âge non trouvé. Puisqu'on nous a demandé, on nous a dit que il y a la partie manquante, c'est quoi? C'est d'afficher âge trouvé ou âge non trouvé en fonction de la valeur du drapeau. Et drapeau aussi c'est une variable. Donc on peut que dire que si, puisque normalement à la fin de l'algorithme, après avoir cherché, on doit être capable d'afficher si on a trouvé ou pas. C'est pour ça qu'après ça, à la fin, là où vous avez à partir de la ligne 17, où il y a une partie manquante, normalement à la fin on doit dire, à partir du drapeau, on dit si trouvé, si drapeau égale à vrai, alors écrit âge égale trouvé. Sinon, âge égale âge non trouvé. Et de programmation, maintenant, vous devez vous aider votre ongle à tester l'algorithme de l'exercice précédent dans un langage de programmation. Répondez aux questions suivantes. 1. Citez deux langages de programmation qui peuvent être utilisés pour tester l'algorithme. On peut avoir le C, le Python, le Java, le JavaScript. Bien, 2. Traduire en langage C. Petit à la ligne 2 de l'algorithme. Alors, quelle est la ligne 2? La ligne 2, c'était quoi? C'était variable âge 2 point tableau de 0 à 4 entier. Lorsqu'on veut traduire la déclaration d'un tableau en algorithme, en C, de l'algorithme en C déjà, on commence par le type, regardez, entier. Donc, on transforme d'abord le type. On commence par dire le type avant de mettre le nom du tableau. Donc, entier devient quoi en C? Int. INT. Ensuite, on regarde le nom. L'âge devient quoi? Simplement âge. Ensuite, on met la taille. De 0 à 4 donne combien? 5. Donc, je viens ici de préciser entre crochets 5. Voilà comment on déclare une variable en C. En C, pour déclarer, on met le type d'abord, le nom du tableau, entre crochets la taille. Et la taille, c'est quoi? C'est le nombre de cases. Donc, de 0 à 4, ça fait 5 cases. Maintenant, il faut traduire la ligne 5. Pour la ligne 5, on dit pour i allant de 0 à 4, fait. Alors, pour remplacer donc par for. Maintenant, comme on dit i de 0 à 4, for prend 3 paramètres. Premièrement, il y a l'initialisation. Donc, initialisation, i commence à 0. I est égal à 0, ça veut dire que i est initialisé à 0. Deuxième, il y a la condition. Donc, i doit être inférieur ou égal à 4. Donc, ça ne doit pas dépasser 4. Et il y a l'incrémentation i++. Et comme on dit pour i allant de 0 à 4, fait remplacer ici par l'accolade ouvrante. Maintenant, il est question de traduire fin pour. Le 8, la ligne 8, c'était fin pour. Ça veut aussi simplement dire qu'on ferme l'accolade. Donc, traduction, c'est l'accolade fermant. Alors, nous sommes rendus à la fin de notre vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai eu à vous véhiculer comme information et comme correction. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez bénéficier d'un pack vidéo, d'un pack contenant tous mes cours vidéo de formation en informatique au prix promotionnel de 10 000 francs. À très bientôt.